Super. Donc, merci Mélanie. Donc, je ne vais pas répéter l'ensemble du titre. Donc, vous voyez à l'écran, on va d'abord situer pourquoi, dans le fond, une telle étude, pourquoi le projet Alliance. Donc, on sait que tant à l'international qu'au Canada, il y a plusieurs résultats d'études qui convergent vers le constat suivant, c'est qu'il y a une surreprésentation des personnes des minorités sexuelles et de genre dans la prévalence des violences sexuelles, autant dans la population générale qu'en milieu d'enseignement supérieur. À titre d'exemple, au Canada, au Québec, il y a eu Estimu en milieu universitaire, il y a eu Pièce en milieu collégial, il y a eu l'enquête de Statistique Canada, là, spécifiquement en milieu d'enseignement supérieur. Par contre, il y avait un manque de connaissances sur les expériences spécifiques des individus qui présentent différentes combinaisons de caractéristiques identitaires, telles que l'identité de genre, les modalités de genre ou l'orientation sexuelle. Alors, même dans des grandes banques de données comme Essimu, où on avait plus de 9000 personnes, le petit nombre de personnes dans chacun des groupes limite certaines analyses. Donc, c'est là qu'il y avait la nécessité, en fait, de mieux documenter les violences sexuelles du point de vue de la recherche, bien sûr, mais aussi ce besoin-là a été exprimé par plusieurs groupes communautaires, des associations étudiantes et des chercheurs. Donc, c'est donc pour ça qu'on a mis en place le projet qu'on vous présente aujourd'hui, qui est devenu, donc, qui a été nommé par la suite le projet Alliance 2S LGBTQIA+, qui est financé par le ministère Femmes, Égalité des genres et qui a démarré en 2021. Donc, on vous présente aujourd'hui les résultats d'une démarche qui a duré 2 ans, qui se conclut autour de maintenant, je dirais. Donc, si on passe à la prochaine diapo, Mélanie, comme tous les projets de la chaire, ce projet regroupe plusieurs partenaires que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, c'est un projet qui est en collaboration avec des chercheurs, des milieux universitaires et collégiaux, des partenaires communautaires et des personnes étudiantes. Donc, la liste de toutes ces personnes sera partagée à la fin du PowerPoint, mais vous voyez déjà à l'écran quand même les partenaires. Si on va à la diapo suivante, donc, évidemment, l'acronyme est inclusif et englobant là, des différentes orientations sexuelles et des identités de genre. Donc, en guise de rappel, peut-être, voici dans le fond les mots qui sont associés pour l'acronyme. Maintenant, les objectifs. Donc, on dirait que le grand objectif général du projet Alliance était de mieux comprendre les expériences de violence sexuelle en milieu collégial pour les personnes étudiantes ES LGBTQIA+, ainsi que les obstacles que ces personnes-là peuvent rencontrer lorsqu'elles dévoilent, dans le fond, un événement à leur institution ou qu'elles veulent avoir accès aussi à des services d'aide dans leur établissement collégial. Excusez. Donc, plus spécifiquement, il y a eu un volet quantitatif par un questionnaire en ligne qui a permis d'abord de dresser un portrait chiffré des situations de violence sexuelle en milieu collégial, donc subies par ces personnes, ainsi que plusieurs enjeux. Vous allez voir, il y a beaucoup de résultats aussi aujourd'hui, donc beaucoup d'enjeux qu'on est allé examiner, je dirais. Par les entrevues, donc le volet qualitatif, lui, a permis de documenter les différentes trajectoires lorsqu'il y a un signalement à l'établissement. Et Liana vous l'expliquera un petit peu plus tard en détail, mais l'idée de signalement ne veut pas dire nécessairement une plainte. Donc, on dit un signalement, c'est simplement pas simplement, mais c'est de signaler ou de communiquer l'événement à son institution. Donc, le témoignage de ces personnes-là par les entrevues a permis d'examiner l'adéquation entre les réponses institutionnelles et les besoins en matière de prévention et de soutien de ces personnes. Je voudrais que, dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, on ne va pas détailler toute la méthodologie pour avoir le temps de vous partager les nombreux résultats. Le rapport de recherche décrit très, très en détail toute la méthodologie. Toutefois, il y a certaines précisions qui sont nécessaires avant de se lancer dans les résultats. D'abord, la définition des violences est comprise comme un continuum qui comprend différentes formes et l'instrument utilisé dans le questionnaire compte 22 items qui se regroupent sous ces 3 formes-là, donc le harcèlement sexuel, comportement sexuel non désiré et coercition sexuelle. Donc, pour les personnes qui connaissent Essimu ou qui connaissent Pièce, c'est le même instrument qui a été repris, avec quand même l'ajout de 2 énoncés
pour adapter l'instrument à la population cible. Donc, il y a aussi l'importance de souligner que le projet Alliance présente 3 spécificités donc, qui sont à souligner. D'abord, dans le but de constituer un échantillon suffisamment grand pour documenter les expériences spécifiques, on a exclusivement sollicité la participation des personnes étudiantes d'ES LGBTQIA+, en milieu collégial. Aussi, donc, il faut comprendre, lorsqu'on dit violence sexuelle en milieu collégial, ça signifie que les gestes ont été commis par une autre personne affiliée au même établissement, et ça, peu importe que les gestes aient été commis à l'intérieur ou à l'extérieur du campus. Et on a parlé un petit peu au niveau de la méthodologie, donc ça combine vraiment une collecte quanti et quali qui permet d'avoir des résultats complémentaires. Maintenant, pour participer, donc vous l'aurez compris, les personnes devaient étudier dans un cégep, un collège québécois au moment de la collecte de données et appartenir aux communautés d'ES LGBTQIA+. Donc, entre octobre 2021 à mai 2022, il y a 3203 personnes étudiantes qui ont complété le questionnaire en ligne et 15 personnes étudiantes victimes ont accepté de participer à une entrevue individuelle. Leur participation, bien sûr, permet de mieux documenter la problématique des violences sexuelles chez les personnes étudiantes d'ES LGBTQIA+. Et bien, justement, nous voilà rendus à la présentation des résultats. Et je passe donc la parole à Marie-France Goyer, donc la coordonnatrice scientifique du volet Quanti, et Mathieu Carignan-Allard, donc qui est le co-coordinateur scientifique du volet Quanti du projet Alliance. Alors, à vous. Merci, Manon. Donc, dans l'échantillon du volet quantitatif, qui inclut 3203 personnes participantes, 54 ont indiqué avoir subi au moins une situation de violence sexuelle en milieu collégial perpétrée par une personne affiliée au même établissement. On va présenter quelques autres résultats, pas la totalité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la période de questions. Donc, lorsqu'on explore les données maintenant par forme de violence sexuelle en milieu collégial, on observe que depuis leur arrivée à l'établissement, 51 des personnes étudiantes d'ES LGBTQIA+, ont subi des gestes de harcèlement sexuel, comme des remarques désobligeantes au sujet de leur apparence, leur corps, leurs activités sexuelles réelles ou présumées, ou des gestes à connotation sexuelle qui les ont vexés ou embarrassés. Il y a aussi 20 qui ont subi des comportements sexuels non désirés avec ou sans contact physique, comme par exemple recevoir ou se voir exposé à du matériel à connotation sexuelle alors qu'elle ne le voulait pas, ou avoir été en contact avec une personne qui a tenté de les caresser, de les embrasser ou de se frotter contre elle alors qu'elle ne le voulait pas. Cette forme-là, les comportements sexuels non désirés incluaient également les relations sexuelles forcées. Et 4,6 ont rapporté avoir subi des situations de coercition sexuelle. Par exemple, certaines personnes ont rapporté qu'une personne affiliée à l'établissement leur avait laissé entrevoir qu'elle serait récompensée pour un échange futur de faveurs sexuelles. D'autres ont rapporté qu'une personne leur avait fait subir des conséquences négatives parce qu'elles avaient refusé de s'engager dans des activités sexuelles avec elles. Et c'est une personne sur 3, en fait, qui a vécu au moins 2 formes de violence sexuelle en milieu collégial. Par exemple, donc du harcèlement sexuel et des comportements sexuels non désirés, pardon. Donc, une proportion importante a subi plusieurs formes différentes de violence sexuelle. Certains groupes, maintenant, ont rapporté davantage de violences sexuelles en milieu collégial. Vous voyez ici le pourcentage de personnes participantes qui ont rapporté des situations depuis leur arrivée à l'établissement selon l'identité et la modalité de genre. Les groupes comparés sont les femmes et les hommes cisgenres, c'est-à-dire dont le genre correspond à celui assigné à la naissance, les femmes et les hommes trans, c'est-à-dire dont le genre ne correspond pas à celui assigné à la naissance, et les personnes non-binaires, donc les personnes dont le genre se situe à l'extérieur des catégories traditionnelles binaires, et les personnes également en questionnement sur leur identité de genre. Donc, on attire votre attention sur les données significatives en orange. Globalement, en fait, comme vous voyez à la dernière ligne, ce sont les hommes cisgenres dans l'échantillon qui ont rapporté le moins d'expériences de violence sexuelle en milieu collégial. Puis, si on regarde la première ligne en ce qui a trait spécifiquement au harcèlement sexuel, qui est la forme de violence la plus répandue,
dans l'enquête, les hommes trans et les personnes non-binaires sont en plus grand nombre, en fait, à en avoir rapporté, que les femmes et les hommes cisgenres. On a également comparé les résultats selon l'orientation sexuelle en distinguant 3 groupes d'orientation sexuelle. Donc, les personnes monosexuelles, donc celles qui sont attirées par un seul genre, donc principalement les personnes gays, lesbiennes ou hétéros, et les personnes également plurisexuelles, donc attirées par plus d'un genre, comme les personnes bisexuelles ou pansexuelles, et les personnes en questionnement sur leur orientation sexuelle. Et donc, chez les femmes cisgenres spécifiquement, on voit ici que les femmes plurisexuelles étaient plus nombreuses à avoir rapporté des situations de violences sexuelles en milieu collégial que les femmes monosexuelles. J'attire votre attention dans la diapo sur la ligne au moins une forme de VSMC, mais c'est une tendance en fait qui est observable vraiment pour chaque forme de violence, donc harcèlement sexuel, comportement sexuel non désiré et coercition sexuelle. Chez les hommes cisgenres, maintenant, le prochain tableau, les résultats ne varient pas, en fait, selon l'orientation sexuelle. Donc, l'orientation sexuelle semblait pas aussi déterminante dans l'expérience des hommes cisgenres. Prochaine diapo. Maintenant, chez les personnes trans ou non-binaires spécifiquement, les résultats ne variaient pas non plus selon l'orientation sexuelle, sauf pour les comportements sexuels non désirés. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les personnes trans ou non-binaires plurisexuelles en vivaient davantage que monosexuelles. Plusieurs chercheurs et chercheuses suggèrent que certains gestes, en fait, de violence sexuelle reposent sur des préjugés envers les personnes des minorités sexuelles et de genre ou présentent un caractère homophobe, transphobe ou haineux. Et inversement, que les crimes haineux 2S LGBTQIA-phobes se traduisent souvent par des gestes de violence sexuelle. Donc, on a demandé aux personnes participantes si elles avaient l'impression que les violences subies étaient liées à certaines caractéristiques de leur identité, les violences sexuelles vécues. Donc, vous voyez à l'écran, près de 6 femmes sur 10 étaient d'avis que les gestes étaient liés à leur genre. Près de 6 personnes trans ou non-binaires sur 10 également étaient d'avis qu'ils étaient liés à leur genre ou à leur expression de genre. Près d'une personne trans ou en questionnement sur son identité de genre sur 3 étaient d'avis que les gestes étaient liés à leur parcours trans. Et une personne des minorités sexuelles sur 2, donc la moitié, était d'avis que les gestes subis étaient liés à leur orientation sexuelle. Pour la suite, je vais laisser la parole à Mathieu, co-coordonnateur du volet Quanti, pour présenter les contextes dans lesquels les violences se déroulent. Oui, merci Marie-France. Je vais vous présenter aujourd'hui le questionnaire d'Alliance permis de mesurer dans quel contexte les violences sexuelles se présentaient. Et on peut voir que les contextes qui étaient le plus fréquemment rapportés, c'est dans les cadres des activités d'études ou d'enseignement, lors d'une fête, d'un 5 à 7 ou une autre activité sociale, dans l'environnement virtuel, dans le transport ou pendant les temps libres ou les déplacements sur le campus. Ensuite, le questionnaire permettait aussi de mesurer le statut de la personne qui commettait les gestes de violence sexuelle en milieu collégial. Et on peut voir que la grande majorité des personnes qui commettaient les gestes avaient un statut d'étudiant, soit 92,4 %. Il y avait 14 % des personnes qui étaient en position de pouvoir, d'autorité sur les victimes. Et finalement, on peut voir que les hommes étaient majoritairement plus souvent les personnes qui commettaient les gestes de violence sexuelle avec 84,1 %. Et il y a aussi une bonne proportion là, que c'était des femmes avec 51,2 %. Ensuite, on a demandé aux victimes quelles conséquences elles avaient ressenties à la suite de ces événements. Les conséquences touchaient à la fois plusieurs sphères de vie, dont les études, la vie personnelle et sociale, la santé physique, la santé mentale, l'intégration de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Et les résultats nous montrent que 3 personnes sur 4 ont rapporté au moins une conséquence parmi les sphères que je vous ai nommées. Et il y a 1 personne sur 5 qui atteignait le seuil clinique de troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'elle présentait 3 symptômes ou plus. Et
il y avait 51,4% des personnes victimes qui ont rapporté au moins un symptôme du trouble du stress post-traumatique. Ensuite, le questionnaire permettait aussi de demander aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles en milieu collégial si elles avaient dénoncé ou signalé à leur établissement collégial. Et 92% d'entre elles n'ont pas dénoncé ou signalé les événements de violence sexuelle à leur instance collégiale. Ensuite, on a demandé à ces personnes-là quelles étaient les raisons de non-signalement qui étaient propres à leur réalité. Et on peut voir qu'il y a près d'une personne sur 3 qui ont rapporté ne pas avoir signalé les événements de violence sexuelle car elles craignaient notamment qu'on doute de leur témoignage, soit parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image qu'on se fait d'une personne victime, soit parce que les caractéristiques de la personne ayant commis les gestes ne correspondaient pas à l'image qu'on se fait d'un agresseur. Et également, il y avait plus d'une personne sur 4 qui ont rapporté ne pas avoir signalé les gestes de violence sexuelle parce qu'elles craignaient, entre autres, de renforcer les préjugés négatifs envers leur communauté ou de faire l'objet de discrimination de la part des instances des établissements collégiaux. Ensuite, on a aussi mesuré les lieux dans lesquels les personnes se sentaient en sécurité ou non. Et on peut voir que environ 25,1% des personnes de l'échantillon ont rapporté 3 lieux et plus comme peu ou pas sécuritaires. Puis les lieux qui ont été rapportés par un plus grand nombre de personnes comme considérés comme peu ou pas sécuritaires sont les installations sportives, avec 37,7% de personnes qui ont considéré ces lieux-là comme peu ou pas sécuritaires. Et ensuite, on avait les rues, les boisés ou les sentiers entourant l'établissement, avec 26,4% des personnes de l'échantillon. Je vais donc maintenant laisser la parole à Liana Després, coordonnatrice scientifique du volet qualitatif, pour la présentation des données qualitatives. Merci, Mathieu. Donc, l'analyse des 15 récits nous a permis d'identifier évidemment plusieurs enjeux. Je vais vous en présenter seulement quelques-uns. Donc, concernant spécifiquement les situations de violence sexuelle, la majorité des personnes ont indiqué percevoir un lien entre la situation de violence sexuelle et leur identité de genre, leur expression de genre ou leur orientation sexuelle. Marie-France vous a parlé de le même type de situation tout à l'heure. Donc, ce lien-là, ce type de lien-là a été perçu par 10 personnes sur 15. C'est le chiffre que vous voyez ici entre parenthèses. Là, vous allez voir dans les autres diapos, là, le chiffre entre parenthèses correspond toujours au nombre de personnes qui ont mentionné l'élément en question. Donc, généralement, c'est la situation de violence sexuelle en soi qui consiste en des propos qui ciblent l'identité de genre, l'expression de genre ou l'orientation sexuelle. Donc, ça peut cibler la personne elle-même, comme une personne trans qui a raconté avoir reçu des commentaires sur ses parties génitales, mais ça peut aussi cibler les communautés de LGBTQIA+, en général, comme une femme lesbienne qui nous a raconté un événement où des collègues en classe avaient une discussion qui contenait énormément de propos homophobes. Donc, ça ne la visait pas elle directement, mais c'était quand même une situation qu'elle a vécue. Ensuite, il y a certains cas où l'événement de violence sexuelle en tant que tel, donc celui que la personne a dénoncé à l'établissement, n'est pas nécessairement directement lié à l'identité de genre ou l'orientation sexuelle de la personne, mais il y a certains éléments de la situation ou de la relation avec la personne qui a commis les gestes qui laissent la personne victime penser qu'il y a un lien. Donc, par exemple, ici, la bulle que vous voyez, la personne victime, elle a dénoncé des attouchements qui ont eu lieu dans une salle de classe. Puis même s'il n'était pas question de son orientation sexuelle au moment des attouchements, elle perçoit un lien et dit ceci, je suis bi et c'est connu à mon école parce qu'on n'est pas beaucoup. Et j'ai entendu les gars qui ont commis les attouchements en parler. Ils pensent que je suis facile parce que je suis bi.
Donc, ensuite, concernant les trajectoires de signalement à l'établissement, il y a 7 personnes qui se sont confiées d'abord à un intervenant ou un intervenant psychosocial, TS ou psychologue. Il y a 3 personnes participantes qui se confient d'abord à une personne enseignante et 2 personnes participantes qui se confient d'abord à des responsables de l'association étudiante. Je vous rappelle, là, à titre de précision, que le signalement, c'est vraiment considéré comme quand on a parlé de l'événement à une personne de l'établissement qui n'est pas un ou une amie ou un ou une collègue de classe. Donc, dans un seul des cas, la première personne confidente était une intervenante responsable du guichet unique. Puis cette personne-là, elle est incluse là, dans les 7 intervenantes psychosociales ici. Puis aussi, la majorité des personnes, donc 10 personnes, connaissaient déjà la première personne confidente à qui elles ont dévoilé, signalé l'établissement. Donc, par exemple, ça peut être en raison d'une relation pédagogique avec un ou une enseignante ou avec une personne qui avait un suivi déjà pour un autre motif complètement avec un intervenant ou une intervenante. Donc, pour 7 personnes participantes, la réaction de la première personne confidente à l'établissement est une réaction positive d'écoute, de soutien, de validation, comme ici la petite bulle que je ne lirai pas par manque de temps. Pour d'autres personnes participantes, la réaction est qualifiée de mitigée. Entre autres, quand la première personne confidente, elle présente une certaine ouverture, mais elle manque vraiment d'écoute finalement concernant les réels besoins de la personne victime. Pour d'autres personnes participantes, la réaction est qualifiée de négative. C'est le cas, entre autres, d'une personne victime qui a dit que la personne confidente a déresponsabilisé l'agresseur, puis une autre qui a indiqué que la personne confidente a invalidé son vécu et l'a culpabilisé. Donc, d'ailleurs, ici, la petite bulle, elle dit, après que je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a demandé si j'avais fait quelque chose, qu'est-ce que je portais, comment j'agissais, des affaires de même. Donc, les personnes participantes ont mentionné plusieurs éléments qui ont soit facilité ou nui à leur expérience de signalement dans l'établissement. Donc, concernant les éléments facilitants, les personnes participantes ont mentionné des éléments se rapportant à des réponses institutionnelles, considérées comme aidantes et satisfaisantes. Donc, ça peut venir de la relation avec la personne confidente. Par exemple, quand la personne victime perçoit de l'écoute, du soutien, du respect de la part de la personne confidente, les personnes victimes se sentent en confiance, rassurées. Donc, par exemple ici, la petite bulle, toute la démarche s'est faite de manière respectueuse. Je me suis sentie écoutée, j'ai senti que j'étais important et que ça valait la peine. Donc, ensuite, encore concernant les réponses institutionnelles, il y a aussi les accommodements ou les services reçus qui peuvent être considérés comme aidants et appréciés. Il y a des personnes qui ont mentionné avoir bénéficié de l'accompagnement d'une personne intervenante à un moment clé du processus. Il y en a qui ont mentionné aussi des mesures de flexibilité pour des travaux, pour les examens, par exemple. D'autres personnes ont mentionné qu'un des éléments facilitants, c'était le soutien reçu de l'externe, donc soit de collègues ou de leur entourage personnel. Et il y a une personne qui a mentionné avoir bénéficié de l'accompagnement d'un intervenant communautaire dans ses premiers contacts avec la personne de l'établissement. Puis finalement, il y a plusieurs personnes qui ont identifié des retombées positives du processus de signalement pour elles-mêmes. Donc, par exemple, de raconter l'événement leur avait fait du bien et que les personnes étaient contentes d'en avoir parlé. Comme par exemple, ici la petite bulle qui dit « ça m'a permis de me libérer d'un poids, ça m'a permis d'avoir un espace pour m'exprimer ». Évidemment, les personnes ont aussi parlé d'obstacles ou d'éléments moins appréciés durant le parcours de signalement à l'établissement. Donc, il y a certains éléments qui sont propres à la personne victime. Par exemple, la difficulté de reconnaître l'événement comme une violence sexuelle, l'anxiété, la peur d'être étiqueté, d'être jugé, d'être traité différemment. Tous ces éléments-là peuvent retarder le dévoilement. Ensuite, il y en a plusieurs qui ont jugé que la réponse ou la réaction de la personne confidente était inadéquate ou insatisfaisante. Par exemple, à cause du manque d'écoute ou de soutien de la part de la personne confidente pendant le processus. Et dans un cas, il y a une personne qui s'est faite mégenrer de manière répétitive par la personne rencontrée au moment du signalement.
Les personnes participantes ont aussi parlé de réponses institutionnelles qui, ici, ne répondaient pas à leurs attentes. Donc, entre autres, il y en a qui ont déploré il y en a plusieurs qui ont déploré que, à leur connaissance, il n'y avait pas eu de sanctions ni d'intervention pour les personnes ayant commis des gestes de violence. Comme vous voyez la grosse bulle ici que je ne dirais pas. Il y a d'autres personnes participantes qui ont relevé le manque de soutien de la part de l'établissement dans le processus de plainte. Puis, il y a quelques personnes qui ont parlé aussi de l'insuffisance ou de l'absence d'une relance pour offrir un soutien ou un suivi psychosocial. Donc, ces personnes-là indiquent qu'elles auraient souhaité recevoir un soutien psychologique de la part de l'établissement ou juste que la personne qui a reçu le signalement s'informe de leur état après pour s'assurer que tout se passe bien, qu'on a répondu à leurs besoins, etc. Donc, finalement, il y a plusieurs personnes participantes qui ont rapporté des conséquences négatives du processus de signalement pour elles-mêmes. Donc, dans certains cas, dans plusieurs cas, l'expérience de signalement est qualifiée de stressante, de traumatisante et même de violente. Puis pour certaines personnes, la réaction culpabilisante de la personne confidente entraîne une perte de confiance en soi ou un sentiment de culpabilité. Donc, l'expérience de signalement à l'établissement amène certaines personnes participantes à regretter d'avoir parlé à la personne confidente. Il y en a qui considèrent que le signalement n'a pas été aidant, puis d'autres apportent une perte de confiance envers l'établissement en raison de la réaction inadéquate de la personne qui a reçu le signalement ou de l'absence de suivi à la suite du signalement. Comme ici, la petite bulle, je n'avais plus confiance en l'institution du cégep, le programme, puis sa capacité à m'aider. Je suis à la merci du prof, qui est dans ce cas l'agresseur. Ça fait que je vais gérer de la manière que je peux. Pour ce qui est des limites, donc la principale limite, c'est celle de la méthode d'échantillonnage, qui en est une non probabiliste de convenance, qui ne permet pas de conclure que les résultats sont représentatifs de la population étudiée. Donc, il est possible qu'il y ait eu un biais d'autosélection durant la collecte de données, c'est-à-dire que les personnes les plus intéressées ou touchées par le sujet auraient pu répondre en plus grand nombre. On rappelle quand même que les échantillons de convenance sont parmi les plus utilisés dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il faut aussi mentionner que la représentativité de l'échantillon ne semble pas affecter les relations entre les variables. Et puis, l'équipe de recherche s'est quand même assurée de diversifier les stratégies de recrutement pour rejoindre un maximum de segments de la population cible. Ensuite, le contexte de la pandémie de COVID-19 peut avoir eu un impact sur la prévalence réelle des événements de violence sexuelle parce que la grande majorité des activités d'enseignement ont eu lieu de manière virtuelle pendant environ 10 mois, puis la plupart des activités festives n'ont pas eu lieu. Et ça réduisait considérablement les contacts des personnes étudiantes entre elles, mais aussi avec le personnel de l'établissement. Donc, évidemment, les violences sexuelles peuvent avoir lieu en contexte virtuel, pendant les activités d'enseignement et aussi certaines rencontres sociales, mais ce contexte-là a quand même pu avoir une incidence. Ensuite, le contexte de la pandémie a aussi pu avoir un impact sur les trajectoires de signalement à l'établissement parce que le contexte de la pandémie est arrivé pas mal en même temps que l'implantation de la loi 22.1 et ça, donc la pandémie a pu avoir un impact sur les activités de sensibilisation concernant les services liés au signalement. Par exemple, le fait de faire connaître le guichet unique, ça peut être diminué. Puis sinon, le fait de ne pas être physiquement sur le campus, ça peut avoir réduit les signalements effectués à l'établissement. Au plan qualitatif, la saturation empirique n'a pas été atteinte. Ce que ça veut dire, c'est que quand on a commencé à analyser les entrevues, l'équipe de recherche s'est rendue compte qu'on aurait eu besoin de plus de récits pour mieux documenter certaines situations. Je donne un exemple, une situation où il y a un dévoilement de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle au moment du signalement dans l'établissement. Malheureusement, on n'avait juste pas plus de temps à accorder à cette étape-là de la recherche. Nous, on aurait voulu avoir un échantillon de 60 personnes pour les entrevues. Ceci dit, là, les 15 témoignages qu'on a eus contribuent vraiment à mieux éclairer plusieurs des enjeux qui ne pouvaient pas être captés par le questionnaire.
Donc, en ce qui concerne les contributions du projet, donc elles sont multiples au plan social et scientifique. D'abord, à notre connaissance, il s'agit de la première enquête sur les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur qui a été menée exclusivement auprès de personnes étudiantes d'ES-LGBTQIA+, au Canada. C'est vraiment un type d'enquête qui était recommandé depuis plusieurs années par plusieurs groupes institutionnels et sociaux. Ensuite, la combinaison de la collecte de données quantitatives et qualitatives a permis d'un côté de dresser un portrait chiffré de la victimisation sexuelle et de l'autre côté d'illustrer comment les violences sexuelles s'entremêlent à d'autres formes de violence ou de discrimination subies dans le cadre des études supérieures. Puis ça permet aussi de mieux comprendre les obstacles dans la trajectoire de signalement à l'établissement. Donc, en gros, le projet Alliance permet de mieux cibler les enjeux vécus par les personnes d'ES-LGBTQIA+, victimes de violences sexuelles, sur lesquels il faut vraiment agir, comme les conséquences liées au stress post-traumatique, le sentiment de sécurité sur les campus, les motifs de non-signalement et les multiples victimisations. En dernier lieu, le fait de documenter un continuum de manifestations, ça permet d'identifier un large inventaire de gestes qui s'inscrivent dans la problématique des violences sexuelles. Puis aussi, le fait de documenter les 2 périodes de référence, donc quand on demande est-ce que vous avez vécu telles violences sexuelles au cours des derniers mois et depuis l'arrivée à l'établissement. Donc, ces 2 périodes de référence-là, c'est une force parce que ça permet de cumuler plusieurs résultats pour pouvoir comparer avec d'autres études comme celle de pièce et de SIMU au Québec, mais aussi l'enquête nationale là, qui a été faite par Statistique Canada dans tout le Canada. Donc voilà, je passe maintenant la parole à Céla Roche-Tanguay, qui était un des auxiliaires de notre projet tout au long du projet, qui va vous présenter un outil de diffusion des résultats. Merci, Liana. Oui, moi, j'ai le plaisir de vous présenter ceci. Donc, les résultats du projet Alliance de LGBTQIA+, ont été traduits dans différents outils de diffusion. Donc, on va avoir un rapport de recherche, le sommaire des résultats de recherche, des infographies. Puis aujourd'hui, nous, on vous présente en fait en primeur une capsule vidéo qui est destinée à sensibiliser le personnel des établissements d'enseignement postsecondaire ou toute autre organisation sur les violences sexuelles subies par les communautés étudiantes d'ES LGBTQIA+. Donc, la vidéo, en fait, elle va relater les principaux résultats du projet. Donc, je laisse le contrôle pour qu'on regarde ça. Et donc, je pars la capsule. Bon, comme toute attente. Je peux plus compter le nombre de fois. Excusez-moi, la capsule à part. Je suis désolée, je vais arrêter le partage. Il faut que je reprenne. Il me semblait. C'est trop beau. Hop. Bon, désolée. Ça devrait fonctionner cette fois-ci. Je vous repartage. Je peux plus compter le nombre de fois qu'on me dit « Tu vas voir, je vais te faire virer aux hommes. » Un gars qui habitait à la même résidence étudiante que moi insistait pour qu'on se voie. Je ne voulais pas. Il m'a volé mon ordi, provoqué une rencontre. Le projet Alliance 2S LGBTQIA+, révèle que plus d'une personne de la diversité sexuelle et de genre sur 2 a subi au moins une situation de violence à caractère sexuel en milieu collégial. Ces violences, qu'on appelle aussi les VAX, peuvent prendre la forme de harcèlement sexuel, de contact sexuel non désiré ou de coercition sexuelle. L'hétérocisnormativité, soit le contexte social qui favorise les personnes hétérosexuelles et cisgenres, est l'une des raisons qui explique que les personnes 2S LGBTQIA+, soient plus à risque de subir des VAX. Ce même contexte entraîne des rapports de pouvoir, des préjugés, des stéréotypes et des discriminations envers les personnes 2S LGBTQIA+, dans le milieu collégial. Les VAX sont parfois teintées de ces stéréotypes et préjugés. Elles peuvent prendre la forme de commentaires inappropriés et offensants concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Par exemple, on ne peut pas demander à une personne trans ou non-binaire quels sont ses organes génitaux. Les organes génitaux, c'est intime, peu importe l'identité de genre.
Parmi les personnes qui ont subi au moins une vax en milieu collégial, 3 sur 4 ont ressenti des conséquences comme du stress, de l'anxiété, des difficultés à poursuivre leurs études, des cauchemars ou un sentiment d'insécurité sur leur campus. Parce que les personnes 2S LGBTQIA+ victimes peuvent rencontrer plusieurs obstacles au dévoilement des vax, 92% d'entre elles choisissent de ne rien dire à leur établissement collégial. Elles peuvent avoir peur de subir des discriminations, de devoir faire un coming out forcé, ou encore ne pas avoir confiance en les ressources de leur établissement. Pour prévenir les vax en milieu collégial, il est nécessaire que toute la communauté collégiale travaille à offrir un environnement sécuritaire et inclusif, notamment en déconstruisant les stéréotypes et les préjugés, en dénonçant les situations problématiques et en utilisant un langage inclusif. Pour créer une culture de respect, d'égalité et de consentement en milieu collégial, consultez nos outils. Voilà, c'est notre super belle capsule. On est vraiment très fiers et fiers que la capsule ait un aussi beau rendu. Donc, on vous invite en fait de la diffuser dans vos réseaux respectifs, de les intégrer à des modules de formation obligatoires ou autres, et à la visionner à nouveau, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur nos autres espaces de réseaux sociaux. Voilà. Ah, ben maintenant, je vais passer la parole, en fait. Alors, j'invite Geneviève Pagé et Martin Blais à nous présenter les recommandations qui émergent du projet. Merci, C. Alors, à l'issue, en fait, de ce projet, il y a évidemment des recommandations qui ont été formulées. Alors, je vais passer rapidement à travers certaines d'entre elles. Geneviève Pagé complétera cette présentation. Alors, la première recommandation, en fait, qu'on formule, c'est de s'assurer que les activités de sensibilisation et de prévention des violences sexuelles interpellent les personnes étudiantes de LGBTQIA+, notamment par l'illustration de situations qui sont représentatives des réalités des communautés, la diversité sexuelle et de genre, par l'intégration de messages spécifiques aussi pour ces communautés. Donc, il est quand même important que quand on voit ces messages, on puisse se voir dedans, qu'on puisse se reconnaître, qu'on se sente interpellé. En fait, trop souvent, les activités de sensibilisation, en fait, sont faites pour des gens qui ne nous ressemblent pas. Et donc, c'est difficile de faire coller les messages dans ce contexte-là. Donc, c'est la première recommandation. Une autre recommandation, c'est l'importance d'insérer une définition inclusive des violences sexuelles dans la politique institutionnelle, aussi évidemment dans la documentation gouvernementale. Et cette politique doit mentionner qu'elle s'applique aussi explicitement aux personnes de LGBTQIA+, et qui inclut des manifestations de violences spécifiques à ces communautés. En fait, c'est le type de recommandation qu'on retrouve aussi dans les politiques institutionnelles pour les milieux de travail. Donc, c'est vraiment une recommandation transversale qui a fait ses preuves par ailleurs. Même chose dans les écoles, dans les codes de conduite, dans les plans de lutte contre l'intimidation. Donc, c'est vraiment une mention explicite extrêmement importante. Une troisième recommandation, c'est aussi de sensibiliser l'ensemble de la communauté en enseignement postsecondaire à l'ampleur et aux répercussions des expériences de violence sexuelle vécues par les personnes de LGBTQIA+. Alors, on a ici la petite voix derrière qui pense aux approches centrées sur le trauma, notamment, et dont la première recommandation, c'est effectivement de reconnaître que oui, il y a une ampleur, une surreprésentation de ces expériences chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre, et que ça crée aussi des traumas spécifiques. On peut changer de diapo. Quatrième recommandation, prendre en compte aussi les identités multiples et les positions sociales des individus dans la mise en œuvre des programmes et des services en matière de violence sexuelle dans les établissements postsecondaires. Alors, cette prise en compte, elle vient notamment par la consultation. Donc, l'importance vraiment de consulter, l'acceptabilité des messages que l'on passe, nos angles morts aussi, qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qui serait quelque chose de spécifique en fait à ces groupes qui nous permettrait d'enrichir nos messages et de s'assurer en fait que l'on atteint nos objectifs. Une cinquième recommandation, c'était l'importance de conscientiser la communauté des établissements postsecondaires à l'implication des violences et des discriminations qui peuvent affecter le vécu des personnes de LGBTQIA+. Alors, par exemple, il y a des enjeux de racisme, des enjeux de colonialisme, de sexisme, d'hétérosexisme, de cissexisme et de capacitisme, par exemple, qui affectent aussi les communautés de LGBTQIA+. Alors,
il faut voir aussi, il faut développer cette sensibilité et se demander aussi quel effet a l'intersection des identités et des parcours sur l'exposition aux violences à caractère sexuel. Diapo suivante. Merci. Donc, lutter également activement contre les stéréotypes et les préjugés envers les personnes de LGBTQIA+ sur les campus. Alors, on en a entendu pendant la présentation, pendant la vidéo, il y en a qui ont été évoqués, dans les résultats, il y en a qui étaient évoqués. L'idée, en fait, que c'est peut-être des populations plus ouvertes à l'expérimentation, plus faciles, qui ont une plus grande promiscuité, aussi peut-être parfois aussi l'impression qu'ils méritent d'être corrigés, d'être mis à leur place, d'être punis pour présenter une créativité dans leur genre. Donc, vraiment, la lutte contre les stéréotypes et les préjugés est un des fondements, évidemment, de la lutte contre les violences à caractère sexuel. L'importance aussi d'adopter des mesures administratives inclusives. Alors, on voit les changements de politique, les changements légaux qui vont dans ce sens-là. Donc, en fait, qui recommandent de plus en plus un langage inclusif ou neutre dans les communications, qui inclut aussi une refonte des formulaires pour pouvoir tenir compte du prénom, des pronoms et des accords choisis, et donc de pouvoir accueillir de manière plus inclusive la diversité. Une 8e recommandation, c'est l'adoption de pratiques inclusives dans les activités de prévention, sensibilisation et d'éducation sur les campus, notamment par l'usage du prénom, des pronoms et des accords appropriés. Donc, vraiment une recommandation transversale, fondamentale dans la manière dont on interagit et dont on intervient avec les populations trans et non-binaires. 9e recommandation, le financement de la recherche, évidemment, c'est ce qui subventionne notre travail, c'est aussi ce qui nous permet de produire ce type de résultats. La recherche, elle est évidemment fondamentale pour développer notre compréhension de ces phénomènes, notamment les raisons pour lesquelles les personnes de LGBTQIA+ sont plus susceptibles d'être exposées aux violences sexuelles en enseignement supérieur. Je passe maintenant la parole à Geneviève Pagé. Merci, Martin. Donc, pour continuer avec les recommandations, on a identifié le fait de réduire les obstacles institutionnels qui freinent le signalement de situations de violence sexuelle à l'établissement d'enseignement postsecondaire. On en a parlé un peu dans la présentation. Il y a différents obstacles qui sont identifiés. C'est important de prendre le temps d'agir pour essayer de minimiser, puisque une fois qu'une mauvaise expérience se vit, bien souvent les gens se parlent, puis ça alimente le sentiment de méfiance envers les institutions. Ensuite, mieux promouvoir les ressources spécialisées en violence sexuelle sur les campus et surtout mieux publiciser leur approche inclusive. Bien sûr, il faut qu'on soit au rendez-vous si on fait cette publicité-là, mais l'idée, c'est pour créer ce sentiment de confiance-là, il faut être upfront, il faut expliciter le fait qu'il y a une approche inclusive, que les gens ne seront pas jugés sur leur présentation de genre, sur leur orientation sexuelle, sur leur choix d'identité et intégrer ça dans la promotion des ressources pour aller chercher les populations LGBT2S, LGBTQIA+. Former de manière continue l'ensemble des membres du personnel de l'établissement concernant la réception d'un dévoilement d'une personne victime de violences sexuelles. Comme on l'a vu dans les résultats, c'est clair que la porte d'entrée souvent vers le signalement, ce n'est pas particulièrement les intervenants qui sont formés, spécialistes dans les violences à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment important de voir tous les acteurs des institutions d'enseignement postsecondaire comme étant des personnes qui vont potentiellement recevoir des dévoilements ou des signalements et donc que la formation soit disponible pour tout le monde et incluant les profs, les personnes dans les différents secteur administratif, les coachs, vraiment d'aller très large dans le personnel des établissements. Former l'ensemble des intervenants des établissements postsecondaires à l'approche d'intervention sensible au trauma. Donc, on l'a dit, on l'a souligné, les impacts des violences à caractère sexuel sont énormes pour les jeunes qui vivent et les moins jeunes qui vivent particulièrement, qui ont un parcours de transition ou qui ont
une identité de genre ou une orientation sexuelle non traditionnelle. Il y a des outils qui existent en intervention sensible au trauma pour être capable de mieux accueillir la détresse, les conséquences, de travailler avec, de prendre compte des conséquences des violences. Et donc, c'est important que les personnes intervenantes aient ces outils-là à portée de main. Inciter tous les établissements à rehausser le sentiment de sécurité en considérant les lieux jugés moins sécuritaires par les personnes étudiantes 2S LGBTQIA+, et les moyens suggérés par ces communautés pour y parvenir, en particulier d'encourager que dans chaque collège ou dans chaque établissement, on se questionne sur le local. Nous, on a des données transversales, mais d'aller voir différentes configurations et de voir dans chaque établissement quels sont les lieux qui sont jugés les moins sécuritaires pour les personnes étudiantes de LGBTQIA+, et commencer par ça et voir quelles propositions les personnes étudiantes ont à faire pour les rendre plus sécuritaires. Souvent, c'est surprenant à quel point elles ont déjà réfléchi à ça et elles peuvent vous suggérer des choses assez rapidement qui sont souvent, des fois, un peu plus coûteuses, mais d'autres fois, pas tant que ça, en fait. Donc, prendre le temps de regarder ça. Ensuite, finalement, adopter des mesures pour rendre les campus plus inclusifs, notamment aménager des lieux neutres ou non genrés, on parle des toilettes mixtes ou individuelles, en faire la promotion, visibiliser et célébrer les personnes 2S LGBTQIA+. Comme on l'a dit, c'est sûr que la culture d'homophobie ou de transphobie participe à banaliser, à légitimer la violence sexuelle envers les communautés 2S LGBTQIA+. Et donc, en faisant la promotion générale de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, on est capable de minimiser les chances que la violence soit banalisée, peut-être qu'elle se produise, mais aussi qu'elle soit banalisée ou qu'elle soit perçue par les personnes qui la subissent comme étant exceptionnelle ou non légitime, de l'identifier comme de la violence, qui est un des problèmes qui a été soulevé notamment dans la recherche. Et donc, ça conclut les recommandations. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Édith Vigneault de la Fédération des cégeps qui va vous présenter les retombées pour les milieux. Bonjour tout le monde! Alors, je serai brève. Au niveau des retombées pour les milieux, la première, c'est génial parce que ça tombe à point, c'est en concordance avec les démarches EDI, équité, diversité, inclusion dans les établissements en ce moment, vous le savez. Il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Donc, ce projet de recherche-là, ces résultats-là, ces outils-là tombent vraiment à point. Ensuite, c'est un levier, tout ça, pour mettre en place des mesures concrètes. On l'a vu dans les résultats. D'abord, 92% des personnes qui ne dévoilent pas les violences qu'elles ont vécues, c'est un signal d'alarme. On a du travail à faire encore beaucoup. Et 9 personnes sur 14 ont indiqué que la réponse institutionnelle est un facteur facilitant. 12 sur 14 ont dit que la réponse institutionnelle était un obstacle au parcours de dévoilement. Alors, les institutions ont un rôle à jouer qui est très important et pas seulement les personnes intervenantes. C'est un levier pour tout le monde dans l'établissement. Donc, les personnes intervenantes ne devraient pas être les seules à utiliser cette donnée-là, bien que leur rôle est extrêmement important. Elles ne devraient pas être seules à jouer ce rôle-là. Ça peut constituer pour le milieu un levier pour mettre en place des mesures concrètes au niveau des politiques, au niveau des règlements, au niveau des communications à l'interne, à l'externe, des installations physiques, des services offerts, des enseignements qui sont donnés aussi à nos futurs professionnels pour empêcher que ces violences-là ne se reproduisent. Et finalement, pour répondre aux obligations légales. Enfin, par rapport à l'espace de parole qui a été offert à des personnes de LGBTQIA+, dans le cadre de cette recherche-là, il y a 3203 personnes qui ont répondu au questionnaire, donc pour les données quantitatives, 14 personnes qui ont eu un espace de parole pour partager leur parcours dans la section qualitative. Et je suis persuadée que parmi les retombées de ce projet de recherche-là et les outils qui ont été créés, il y aura d'autres espaces de parole qui vont naître après ça. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Mélanie Saint-Hilaire.
Merci beaucoup, Meredith. Donc, on arrive déjà à la fin de la présentation. Donc, d'abord, je veux remercier tous mes collègues qui ont présenté aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de vous mentionner également, c'est que je prends ce moment-là, en fait, pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de manière assidue au projet durant les 2 dernières années. Donc, vous voyez la liste à l'écran, les membres du comité d'encadrement qui étaient composés là, de chercheurs universitaires et collégiaux, de membres du personnel, et on a également des milieux partenaires. Donc, on avait la Fédération des cégeps, Diversité 02, Conseil québécois LGBT. Et également, comme on a dit d'entrée de jeu, on avait 5 personnes étudiantes de la diversité sexuelle et de genre qui étaient étudiantes en milieu collégial, qui ont également contribué à toutes les étapes de la recherche. On a aussi, il faut que je prenne le temps de souligner toute l'équipe d'auxiliaires de recherche, donc qui ont vraiment travaillé avec nous à toutes les étapes également. Donc, vous voyez les noms à l'écran. Et on a également, pour vous présenter des analyses statistiques adéquates et pertinentes, on avait 2 personnes avec nous qui nous ont soutenus au niveau de la production des analyses. Donc, toutes ces personnes ont été avec nous depuis le début du projet, donc durant les 2 dernières années. Ce fut fort agréable de travailler avec vous. Puis voilà, donc je vais le souligner maintenant. Je remercie également le ministère Femmes, Égalité des genres du Canada, donc qui nous a financé durant les 2 dernières années, qui a permis la réalisation de ce projet et qui permet aussi là, la production de différents outils de diffusion, notamment là, la capsule vidéo que vous avez vue. Je vais mettre le lien tout de suite après dans le chat. Elle sera déjà disponible sur la chaîne YouTube de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Je vais également mettre dans le chat un document que vous pouvez télécharger, qui est le sommaire des résultats du rapport de recherche, donc qui est actuellement disponible. Vous pourrez le télécharger, le diffuser à votre propre réseau. Vous pouvez également y accéder là, via la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur et également la chaire sur la pluralité des genres, la diversité sexuelle, pardon, et la pluralité des genres. Donc, voilà. Éventuellement, il y aura le rapport de recherche qui sera rendu disponible et accessible en ligne sur nos différentes plateformes. Également, nous allons avoir des infographies. Il y en a déjà une d'ailleurs qui est actuellement sur le site de la chaire, donc qui présente certains, on fait un focus sur des éléments là, plus précis dans les infographies. Et il y aura un guide de recommandations pour améliorer ces pratiques qui éventuellement sera également rendu disponible en ligne. Donc, tout plein de beaux outils qui, on espère, vont pouvoir vous aider pour tenter d'avoir au maximum une culture de respect, d'égalité et de consentement en milieu collégial. Donc, voilà, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Mais avant de... je vais me glisser. Oui, si j'allais ajouter une petite chose. Est-ce que tu me permets? Vas-y au cas où qu'on double. Excuse-moi, j'allais juste rajouter en fait que je remerciais aussi dans le fond ce lancement-là s'inscrit dans les activités de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Toutefois, nous sommes accueillis là, dans le cadre de la rencontre de la table intersectionnelle sur les violences à caractère sexuel en milieu collégial. Donc, merci beaucoup là, de nous avoir octroyé une période là, de temps dans vos rencontres. Là, ce fut très agréable pour nous de s'y insérer. Manon. Merci. Tu peux... Oui, arrêtez le partage. En fait, c'est juste un dernier mot. Là. Il y en a toujours à dire, mais on ne veut pas vous retenir trop longtemps. Je voulais juste vous dire que ce qui traverse aussi toute l'équipe, en fait, et c'était aussi l'idée de départ quand on a fait la demande de subvention, c'est comme pièce, comme SIMU, que ce rapport-là soit vraiment un outil qui puisse servir de levier à des changements. Donc, on le sait que pièces et SIMU sont vraiment largement diffusés. Vous les utilisez, vous les intégrez dans la formation. Vraiment, là, donc on le voit là, autant au niveau universitaire que collégial. Et vraiment, on souhaite que tous les outils qu'on va développer, tout va vous être accessible. Là. Il y en a déjà qui le sont, d'autres qui viendront, comme Mélanie a dit. Vraiment, donc on souhaite que ce soit un outil de transformation sociale, finalement. Et en fait, Mélanie t'a souligné beaucoup de personnes, mais je tiens quand même à souligner ton rôle important aussi tout au long des 2 dernières années. Là. Donc, Mélanie était la chargée de projet, puis c'est un projet qui composait là, avec beaucoup de personnes, beaucoup de tâches administratives de différents niveaux. Donc, voilà, Mélanie, je voulais aussi
que tu puisses être remercié à ton tour. Alors, merci. Merci encore de votre présence en grand nombre aujourd'hui.